Bonjour à tous. Bonjour. Je vais commencer si tu veux. Ouais. Donc Geoffroy Desnaux, directeur des opérations chez REI Habitat. REI Habitat, c'est un promoteur donc, qui a été fondé en 2009 par Paul Jarquin. Un promoteur engagé, s'il en est, sur le bas carbone. Donc un des pionniers de la construction bois en France. Un des pionniers aussi de la promotion en bois français. C'est un engagement très très fort chez nous. On est le premier promoteur labellisé, certifié Bois de France et PEFC. Notre valeur ajoutée est également de travailler grâce au bois sur des logements de qualité, avec des qualités de vie particulièrement poussées. C'est vraiment notre credo. L'autre credo, c'est de faire participer très en amont les acquéreurs, les futurs habitants de l'immeuble dans la copropriété, donc les faire participer à des co-conceptions d'espaces communs, du mobilier, de la décoration également, et tout ça à base de matériaux recyclés. Donc, on travaille avec une filiale du groupe REI Habitat qui s'appelle Remake, et qui nous aide non seulement à intégrer dans nos bâtiments, dès la phase construction, des matériaux issus des filières de recyclage ou de réemploi, mais également de récupérer les propres chutes de matériaux de nos chantiers. Et le dernier pivot un peu de notre ADN, c'est la reforestation. Donc on essaye, en plus d'être le plus pertinent, le meilleur possible sur le bilan carbone de nos constructions, on essaye également de venir compenser le carbone dépensé sur nos constructions par de la reforestation, systématiquement sur chacune de nos opérations. Donc nous sommes Palast, une agence d'architecture basée à Paris, qui travaillons depuis 8 ans environ sur des projets de logement aux échelles et contextes variés, avec sur nos premiers projets une vraie attention sur la question de la façade pérenne et minérale, avec beaucoup de projets en briques et en béton. Et plus récemment, bien sûr, on travaille depuis quelques années sur des projets beaucoup plus décarbonés, mais où on a toujours cette attention à la minéralité, ce qui n'est pas des plus simples sur les constructions plus légères. Et c'est un petit peu ça qu'on s'attache à faire sur nos derniers projets. Là, on a mis quelques exemples de certaines de nos projets en cours. On travaille beaucoup sur la brique porteuse de finition comme alternative au béton, pour ne pas démultiplier les couches. On a aussi bien sûr des projets en structure totalement bois, comme cette surélévation garage Citroën Porte d'Orléans pour la RIVP, ou plus récemment là, un chantier qui démarre tout en béton de chanvre, en structure bois et béton de chanvre, en 90 logements en R+6 pour Bâti-Nantes, caserne Méliné à Nantes, et où là on commence vraiment à retrouver cette idée de la minéralité avec une façade totalement biosourcée, puisqu'on est vraiment sur du chanvre préfabriqué et avec un enduit directement sur le chanvre. Et c'est ce genre de projet qu'on trouve très intéressant à développer. On a aussi un projet en paille pour la RIVP, Zac Chapelle Charbon, dans cette même veine où on travaille sur l'enduit, sur la paille directement. Et le projet des pierres sauvages, donc, dont on vient vous parler, il est un peu dans cet esprit, c'est-à-dire comment on vient travailler un projet en structure bois avec une façade plus pérenne. Là, on est parti sur la pierre massive, et c'est ça qu'on va vous développer maintenant. Alors, rapidement, pour les mettre en avant, bien sûr, et les remercier, c'est toute l'équipe pluridisciplinaire que nous avons réunie sur cette opération. Donc, à commencer par nos architectes Palast, ici présents, des clics et des calques qui ont travaillé également sur le rez-de-chaussée du bâtiment. Nous allons en parler après. Et puis, tout le florilège, évidemment, de bureaux d'études spécialisés, d'AMO, qui viennent s'assurer du réalisme de l'opération, et puis également de la bonne tenue des engagements environnementaux très forts sur Pantin. Le contexte, évidemment, la ZAC, en fait, c'est l'écoquartier de la ZAC de Pantin, qui est situé entre le quartier des Quatre Chemins et la gare RER. C'est une ZAC en fait, qui, à horizon 2028, va développer à peu près 1500 logements, des commerces, une école municipale et notre projet.
Sur nos ambitions, enfin très rapidement, hein, les trois fers de lance, c'est le niveau E3C2 de l'ouvrage, le niveau biosourcé niveau 2 en fait, dont on va parler également ensuite, et puis une première également, un niveau or sur la démarche BDF en logement, voilà, qui était aussi une première à réaliser. Durable francilien. Le programme, donc vous le voyez en axonométrie, 66 logements dont 24 logements sociaux. On a 6 cages, hein, ce sont des logements, on va le voir après, qui sont principalement, même quasi exclusivement traversants. Le tout est assis sur un socle au rez-de-chaussée qui réunit à peu près 1000 m² d'équipements de santé et des commerces. Voilà l'équipement de santé, effectivement, qui active donc tout le rez-de-chaussée de l'espace public du futur quartier. Les enjeux, donc, on vient de le dire, l'équipement de santé en fait, qui est porté par la ville. Donc c'est un équipement qui est par définition ouvert sur le quartier et sur la future ZAC. L'accès au logement, on a aussi beaucoup travaillé avec la ville de Pantin, c'est son cahier des charges pour avoir du logement accessible. Donc on a différentes gammes de prix qui permettent aussi de créer un parcours pour les habitants de Pantin. Et puis sur l'engagement environnemental, on en a parlé, c'est pour ça qu'on est là ici aujourd'hui. Ouais, quelques mots très rapidement sur le projet dans son ensemble. Donc on a deux immeubles, un premier immeuble sur la rue. Donc on a voulu séquencer urbainement en trois volumes mitoyens qui viennent donc créer un épanelage varié. Donc on le voit ici, qui joue avec la forte pente du terrain. On travaille aussi sur le calpinage de la pierre pour avoir comme ça cette séquence urbaine un peu plus fragmentée. Et puis à l'inverse, le bâtiment qui se trouve sur le cœur de la ZAC est plus à l'échelle du parvis sur lequel il va s'ouvrir, avec un bâtiment plus linéaire, plus composé dans son ensemble, et qui donc plus à l'échelle du futur espace public. Comme disait Geoffroy, on a travaillé sur des logements qui sont pratiquement tous traversants, puisqu'effectivement il y a 3 cages par immeuble, avec quelques logements d'angle également, et des grands espaces extérieurs pour chaque logement. Et on le voit un peu là, c'est ce qui est en vert. On voit que la plupart des espaces extérieurs vont venir dessiner les façades. Et c'est ce qui nous permet effectivement de glisser sur cette stratégie constructive qu'on a eue dès le début, qui était d'associer la structure bois, puisque REI de toute façon effectivement travaille essentiellement sur ces projets en structure bois, avec cette question de la pierre massive, ou le bon matériau au bon endroit. La pierre porteuse, enfin ou la pierre massive tout du moins, c'est une filière locale. Nous, on a travaillé avec les différentes carrières de l'Oise, notamment Clocher-Bonneuil. C'est un matériau géosourcé, faible en dépenses en énergie, que ce soit pour son extraction et sa transformation. C'est sûr qu'il est plus énergivore dans le transport, d'où l'intérêt d'être proche. Et puis surtout, il est couplé avec la structure bois. Il est très intéressant en termes d'inertie, puisqu'il apporte vraiment cet aspect-là au bâtiment. Et puis, il y a une vraie qualité dans le traitement des façades et dans sa solidité et sa pérennité. L'autre élément constitutif du projet, c'est le plancher bois-béton qu'on a associé aux façades en pierre. Donc il s'appelle aussi dalle bébé, donc c'est développé par A2C. Ce sont des principes de nervurés préfabriqués en béton armé bas carbone et remplis par de la fibre de bois. Donc là aussi, c'est un plancher relativement francilien. Il est assemblé ici. Et ça permet surtout de travailler un plancher assez fin par rapport à d'autres planchers bois, mais de l'associer avec une structure bois. C'est ce qu'on a fait sur le projet, puisqu'on est donc en poteau-poutre en bois massif, en hêtre de forêt française. Et puis on retrouve quelques façades aussi dans les attiques en bois. Et puis enfin, le dernier élément qui était important pour nous, c'était, comme on avait développé déjà la question du chanvre sur d'autres projets, c'était de pouvoir associer la pierre massive sur ces parties isolées avec une isolation en chanvre. Alors pas en chanvre préfabriqué, mais vraiment là en chanvre projeté. C'était un sujet qui posait quelques questions réglementaires, mais là, ce qui était intéressant, notamment dans la démarche BDF, c'est qu'on a pu échanger aussi avec des retours d'expérience de membres de la commission qui ont permis d'affiner aussi ces points-là
tout au long des études. C'est-à-dire que ce qui est intéressant avec ce chanvre, c'est qu'il permet de garder la perspirance de la pierre. Donc on est sur une pierre massive de 30 cm et 20 cm de chanvre projeté à l'intérieur. Voilà, ça c'est un peu le détail type, donc avec des pierres avec le moins de découpe possible, les plus grands formats qu'on a pu échanger avec les carrières. Et puis les effets de linteau sont créés en béton préfabriqué. Et puis donc à l'intérieur, la structure poteau-poutre bois, les planchers bébés et donc l'isolant en chanvre projeté. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au final, ce détail qu'on vient de voir, il représente peut-être 30% de la façade, mais comme en fait on est essentiellement avec des grands prolongements extérieurs sur l'ensemble des logements, on a cet assemblage-là un peu plus complexe, mais qui a permis aussi d'être plus performant thermiquement, de rentrer aussi dans une économie de projet, d'avoir effectivement des façades en mur à ossature bois en arrière-plan des loggias, qui donc le bois va être protégé et qui va donc préserver l'image de cette façade en pierre et donc d'avoir cette espèce de pousser encore un peu plus cette idée du bon matériau au bon endroit avec ce premier plan sur l'espace public en pierre et puis les façades en bois à l'intérieur avec ce genre de détails. Là on est bientôt en train de s'approcher de la phase chantier qui pose bien sûr pas mal de sujets techniques en termes de méthodos de chantier. Voilà, je peux laisser la parole. Parce que, en fait, l'idée, comme vous le voyez, c'est que vous êtes engagé dans une démarche bâtiment durable francilien. Et donc, nous avons la chance d'avoir dans cette salle Véronique Pack, qui justement, vous occupez de cette démarche chez Ecopolis. Donc, on se disait que c'était pouvait être intéressant d'avoir justement une petite description de cette démarche. Bonjour à tous. Je voulais juste dire qu'on est très très fiers d'avoir ce projet-là dans notre démarche BDF. Et donc, en 2 mots, une démarche BDF, c'est tout un accompagnement où on essaie de pousser le projet à progresser sur tout un tas de critères, plusieurs centaines de critères répartis sur 7 grands thèmes, donc pour avoir une vision absolument globale de la performance durable, et que chaque session d'évaluation qui se fait par le biais d'un accompagnateur agréé par Ecopolis et un instructeur Ecopolis se clôture par une commission publique. Tout à l'heure, Mickaël en parlait. Et donc, je voulais vous dire simplement que la prochaine commission BDF, il y en a à peu près une par mois, se tiendra le 9 mars, si tout va bien, sous la coupole Niemeyer, au siège du PC français. On attend la confirmation, mais ça devrait tomber d'une minute à l'autre. Et il y aura également la première commission quartier durable francilien, puisque la démarche se déploie également à l'échelle du quartier, le 16 février, donc jeudi prochain, à l'Académie du Climat. Donc voilà, donc n'hésitez pas à venir à ces commissions, elles sont ouvertes à tous et c'est un super moyen de découvrir dans le détail des projets et d'entendre à la fois les membres de commission qui sont des professionnels bénévoles chevronnés poser des questions et pousser le projet dans ses retranchements et lui faire aussi des suggestions d'amélioration. Merci. Merci beaucoup d'avoir répondu sur cette partie. Mais justement, on a un petit peu de temps peut-être pour des questions-réponses. Merci déjà, je pense qu'on peut les applaudir pour ce très beau projet. J'ai posé ça là. Alors, j'ai une question. Oui. On va vous apporter un micro. Oui, voilà. bonjour. Juste par rapport au titre du projet, donc les pierres sauvages, je pense que vous avez discuté avec le maître d'ouvrage, je pense que ça s'appelle comme ça. Est-ce que vous pouvez me parler de la référence au livre de Fernand Pouillon et qu'est-ce que ça implique dans votre démarche et votre projet aujourd'hui? Bien sûr. Alors oui, pour être tout à fait honnête, c'est REI qui a trouvé ce titre. Donc est-ce qu'il y avait une référence à M. Pouillon ou pas? Bien sûr. Mais qu'effectivement, c'était une référence à Fernand Pouillon et à son livre. Et puis, nous, on a nous-mêmes, dans la démarche de projet, puisque c'est un projet qui est basé à Pantin, j'ai mon associé qui vivait dans un bâtiment de Pouillon qui est juste sur la commune. Et c'est vrai qu'on faisait beaucoup référence, notamment sur le traitement de la façade, plutôt sur le parvis, à ces grandes résidences qu'il a soit à Boulogne, soit à Montrouge ou à Pantin. Et c'est quelque chose qui nous a servi quand on a parlé à la mairie, effectivement aussi de façades un petit peu plus longues, un petit peu plus répétitives. Alors, on ne vous entend pas, vous savez, il faudrait qu'on vous redonne le micro peut-être. Et après, je n'oublie pas madame qui avait une question également. Est-ce qu'il y avait quelque chose sur la démarche de chantier qui est vachement présente
Alors, enfin, démarche de construction, oui. de conception qui est vachement présente dans le livre. Dans le livre, je pense pas directement, ou en tout cas on l'a pas exprimé ainsi, mais c'est vrai que c'est assez intéressant. Là, on est dans une démarche au final de chantier un peu plus classique, mais ouais, bien sûr. Ouais, et c'est vrai que c'est intéressant de commencer un peu dès les premières semaines, une fois qu'on avait gagné le projet, on va directement voir les carrières parce que c'est pas quelque chose qui peut s'inventer, c'est-à-dire qu'il faut comprendre comment ça marche, la taille, les dimensions, comment ils extraient ça, qui sont bloqués à l'échelle d'une année par temps de volume, qu'il faudra leur dire assez rapidement. Tout ça, c'est assez intéressant parce qu'on se rapproche beaucoup plus de l'artisan très vite, avec des choses très, très concrètes et terre à terre qui font du bien dans un projet de logement actuel. Merci beaucoup. Alors, madame, vous aviez une question. Vous pouvez lever la main, la personne qui... Voilà, madame qui est là. Oui, merci. En fait, c'est que moi, j'ai connu REI tout simplement à Rosny-sous-Bois, sur un ensemble que j'ai trouvé intéressant dans la mesure où, justement, mes enfants ont acheté là-bas. Et je voulais savoir si vous avez encore progressé dans les concepts, dans tout ça, je le vois au niveau de ce projet. Et je voulais savoir s'il y avait comment ça se passe au niveau de la... comment dire, moi, j'ai beaucoup entendu dire qu'on allait manquer de bois. Vous parlez de forestation, etc. Donc, on en est où à peu près là? J'avoue que je ne le sais pas du tout. Alors, c'est vrai que la filière bois est en train de se mettre en place. Alors, vous ne pouvez pas répondre pour eux, hein, mais... C'est ce que j'allais dire. Je ne représente pas la filière bois. Mais Paul Jarquin, donc notre président, est également un président de FIBois. Donc, il nous en parle très régulièrement. Moi, de ce que j'en comprends et de ce qu'on voit aussi au quotidien en échangeant avec les acteurs de la filière, c'est un problème de structuration en fait, de cette filière. On compare souvent avec nos voisins qui ont peut-être une filière, je parle de l'Allemagne, de l'Autriche, etc., qui ont des filières un peu plus industrialisées, avec un modèle qui est rodé, qui est répétitif, qui est à peu près le même sur tout le territoire, beaucoup plus que chez nous. Donc non, on ne manque pas de bois, en fait, on a beaucoup plus d'arbres sur pied, par exemple, en mètres cubes qu'en Allemagne. Mais en Allemagne, ils arrivent à sortir 2 fois plus de bois d'œuvre de construction que nous par an. C'est clairement une structuration de la filière en fait qui est en cours en fait, qui est vraiment en cours et qui va se faire. D'ailleurs, vous pouvez rencontrer des gens de la filière bois qui sont présents, notamment à l'étage. Mais malgré ça, évidemment, faut toujours continuer à planter parce que la filière se structurant, je pense qu'on exploitera plus intelligemment, mais davantage aussi les massifs. Donc il faut continuer à planter. Il y a un vrai enjeu à ce que la structuration se fasse, bien sûr. D'autant plus qu'on utilise de plus en plus de bois également par ailleurs. Là, vous disiez, pardon, Non. Vous disiez juste rapidement, que le modèle a un peu évolué. C'est vrai que maintenant, on travaille par exemple comme ici sur du bois feuillu. On se rend compte aussi que la forêt française est en grande partie, 2/3, constituée de bois feuillu. Il faut aussi les utiliser. Le hêtre, en l'occurrence, qu'on utilise ici, qu'on utilise aussi sur une autre opération là, qui est en cours de construction, le Wood Up dans le 13e à Paris. Voilà, c'est aussi une manière de faire participer la filière française et locale aux constructions. Alors, je vois plein de gens arriver. Je vous propose de vous avancer et commencer à vous installer. Il nous reste 1 minute et demie pour prendre une autre question. Oui, monsieur. Et j'en ai noté une là-bas, mais ne vous inquiétez pas, on aura une autre session juste après. Oui, bonjour. Bravo en tout cas pour l'opération. Elle est vraiment ambitieuse, c'est parfait. BDF Or pour pratiquer un peu le label. Je sais que c'est pas facile. Je me posais quand même la question du coût de construction. Parce qu'il y a quand même beaucoup d'éléments. Ça fait rêver. Nous, on aimerait bien en développer et souvent, la maîtrise d'ouvrage nous dit... C'est toujours la question, vous savez. Et la réponse n'est jamais simple. Je sais que votre voisin de droite sait que le sujet de coût de construction n'est pas simple à sortir. Là, c'est un multiproduit. Vous voyez que c'est des logements qui sont traversants, donc beaucoup de cages. C'est un peu compliqué de sortir un chiffre parce qu'on sait que les chiffres derrière, ils se diffusent rapidement. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on est sur la super logement, on est au-delà des 2350 € le mètre carré chez vous. On est au-delà. Voilà. C'est sûr qu'on n'est pas en dessous, on est peut-être un peu plus haut, mais voilà, c'est un seuil qu'on a réussi à établir. Alors, je prends une dernière question pour cette session, mais ne vous inquiétez pas, si jamais vous en avez encore, on pourra y revenir. Monsieur ? Oui, donc la question sur le coût de construction a été posée. Donc je vais poser ma deuxième question qui était par rapport à la démarche BDF.
quel a été le critère le plus difficile à atteindre? Alors en fait, il n'y a pas vraiment eu de critères difficiles à atteindre. On a un peu juste décrit notre projet et on n'essayait pas de le faire rentrer dans des cases et on l'a plutôt raconté assez simplement. Alors bien sûr, on avait des accompagnateurs BDF dans l'équipe et en externe, mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu d'effort à faire par rapport à nos intentions premières. L'effort, c'était de les garder toutes. Ouais, je vais compléter ce que tu disais tout à l'heure, en fait, pour ceux qui n'ont pas encore pratiqué. Donc, les gens à qui on a affaire sur la démarche sont des professionnels qui viennent aussi avec leur retour d'expérience. Donc la difficulté, c'est pas d'être très ambitieux, on l'est dès le départ, en fait, c'est de montrer qu'on arrive à mettre en œuvre ces ambitions. Et effectivement, on est confronté à, vous voyez, c'est un multimatériau, donc comment on s'assure que les jonctions entre, par exemple, le béton de chanvre, le bois, la pierre, le béton, etc., se font de manière intelligente, et comment on arrive, dans le cadre de cette mise en œuvre, mise en forme de ces détails, à garder nos ambitions. Donc, la difficulté, elle est vraiment là, en fait. Merci beaucoup. Merci, messieurs. Je vous invite à les applaudir, bien sûr. Et nous allons passer à notre